Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, j'ai la grande joie de recevoir Lucas Bravo à l'affiche de la série ultra attendue Merteuil sur HBO Max et puis les saisons de Nicolas Maury qui sortira courant décembre, en même temps évidemment que Emily in Paris. Lucas fait partie de ces acteurs au parcours stratosphérique, devenu l'un des visages français présents à Hollywood. En travaillant notre interview, j'ai réalisé 2 choses. La première, c'est que tu as une sacrée présence hors du grand écran et surtout une voix. Désolée, mais ça, c'est un peu la déformation professionnelle. Et puis aussi, il y a quelque chose d'hyper intéressant chez toi. C'est qu'à travers tes interviews, j'avais du mal à percevoir qui tu es vraiment. Et en posant la question autour de moi, les gens étaient unanimes sur le fait que tu es quelqu'un de très gentil, très sensible, avec une vraie vulnérabilité. Et j'ai mieux compris ce qui se cachait derrière ces interviews-là, où je pense que tu protèges beaucoup de toi dans tout ça. Est-ce que je me trompe ? Non, c'est vrai. Je pense que c'est un exercice qui est tellement surnaturel pour un être humain, d'être exposé, d'avoir sa propre image qui est envoyée à travers le vecteur d'inconnu, d'être perçu, mal perçu ou d'être perçu, ouais. ou d'être c'est vraiment, je le dis souvent, c'est comme marcher tous les jours à travers un couloir de miroir déformant. Et déjà, c'est pas très bon de s'observer trop souvent, tout le temps. Je fais le montage vidéo de mes épisodes, c'est un enfer. Ouais. J'ai eu la même chose, moi, avec mes tapes que je dois envoyer. Horrible. Il faut choisir la bonne et ça, déjà, ça envoie beaucoup de réponses sur soi, de se dire, ah, il a choisi celle-là. Ouais. Ah, il s'est dit qu'il était bon dans celle-ci. Et c'est pour ça que je préfère l'exercice du casting à la self-tape. Alors, toi et moi, aujourd'hui, on va parler de ce qui détermine beaucoup de choses, nos relations à l'autre et plus particulièrement nos relations amoureuses. Dans la leçon, j'en parle beaucoup parce que je trouve que c'est un sujet qui nous relie tous. Nous, les êtres humains, c'est vraiment le domaine le plus galère qui soit et le plus fort en apprentissage. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas plus... J'y pensais beaucoup avant de venir et je cherchais des échecs professionnels. Et on en parlait un peu tout à l'heure. Je me disais que les échecs professionnels en sont pas vraiment... Enfin, la notion d'échec, pour moi, c'est un apprentissage ou une célébration. Mais tout de suite, l'échec pour moi, qui m'a fait le plus grandir et qui m'a le plus transmis et qui m'a poussé hors des sentiers battus et qui m'a forcé un peu à remettre les choses en question et à vraiment évoluer, ça a été les relations. Il y a la relation à ma mère, la relation à ma sœur, mais les relations sentimentales en particulier. Comment on était dans ta famille ? Est-ce que tu es une famille dans laquelle on dit beaucoup « je t'aime », où il y a des marques d'affection ? Comment est-ce que tu as grandi ? Il y avait beaucoup d'affection, mais c'était pas une affection au sens propre du terme. C'était pas beaucoup des « je t'aime ». Ma mère avait son propre langage. C'était vraiment dans le détail. On dit le diable est dans le détail. Chez moi, c'était vraiment l'amour était dans le détail. Des petites attentions qui moi m'ont donné un peu cette notion d'amour dans le détail aussi, de montrer que aimer c'est penser à l'autre et par conséquent s'il y a telle chose qui avait été apportée, laissée là un peu de façon presque pudique sur le bord d'une commode, mais c'est pour moi, je sais qu'on l'a acheté pour moi, je sais qu'on a pensé à moi à ce moment-là, c'est ça l'amour. Et j'ai grandi dans cet état d'esprit. Avec des frères et sœurs ? Frères et sœurs, 2 frères et une sœur. Ça se passait comment ? Super bien. Oh, quel rêve. On a été tous proches. Moi, c'est pour ça que j'adore. C'est un problème en relation. J'aime bien qu'il y a un peu un bruit de fond. J'aime bien qu'il y ait une petite lumière de loin. Et j'ai tendance à me retrouver en relation avec des sommeils cercueils où il faut que ce soit pitch black, pas un bruit. Oui, j'ai toujours été. Moi, j'aime qu'il y ait une petite veilleuse, une petite lampe de sel, un petit, je sais pas, un petit bruit de loin, même la pluie ou quoi. Et je suis souvent avec des ambiances boule caisse, noir total. Ouais, je vois le délire. Ouais, on entend au loin le bruit du moteur du frigo, un truc comme ça. Et t'es en mode bonne nuit. Ouais. J'ai beaucoup de mal à trouver le sommeil parce que j'ai l'habitude de mes frères et sœurs ou qu'il y ait toujours un petit bruit en fond comme ça me rassure. Ouais, ça vivait chez toi, quoi. Ouais. Ok.
Et ça a dû t'aider à t'ouvrir aux autres, à te faire des potes à l'époque. Je pense que ça devait pas être un souci du coup, non? Je sais pas si c'est mes frères et sœurs qui m'ont aidé à ça. On a beaucoup voyagé. Mon père est un footballeur. Il était transféré, donc on bougeait beaucoup. Ah oui. Et on a dû faire. On a fait Monaco, Lyon, Marseille, Parme en Italie, Paris. Ah oui, donc se faire des copains, à chaque fois, faut recommencer et... Ouais, c'était ça. À chaque fois, j'ai vite pris le pli, en fait, de vouloir perdre le statut du nouveau. Ouais. Et j'ai identifié donc des dynamiques de groupe assez facilement au bout d'un moment parce que c'était un peu, ça se répétait, quoi. Ouais. Et je me fondais un peu dans cette pièce de puzzle manquante pour vite perdre ce statut de nouveau et vite être acclimaté à une dynamique de groupe. Et ce qui est compliqué parce qu'on grandit un peu dans les désirs des autres. Et je me suis rendu compte ce qui a aussi pour revenir aux relations, ce que j'ai aussi amené dans mes relations parce que tu te suradaptais. Ouais, je pensais que j'avais un côté cool et vraiment flexible et en fait renoncer trop souvent à ses désirs pour les désirs de l'autre, ça crée une forme de ressentiment. Et inconsciemment, on se dit mais pourquoi cette personne ne met pas en lumière le sacrifice dont je fais preuve au détriment des siens. Et mais la personne, elle prend la place qu'on lui laisse. Donc ça m'a mis du temps à comprendre cette part de responsabilité dans les relations. Et oui, la personne que t'oubliais, c'était toi dans cette relation-là. Je pensais que c'était une belle chose de s'oublier dans l'autre, de s'abandonner à l'autre, d'avoir un amour du temps des rois et des reines et des princes et je t'envoie une colombe. C'est toi qui as volé les bijoux de la couronne, c'est ça. Ouais. Mais ouais, il y avait un truc très romancé, très romanesque, mais parce que c'est les films avec lesquels j'ai grandi et les livres que j'ai dévorés, mais j'ai appris par des relations, grâce à des relations, à pas me préserver parce que je veux pas être dans le calcul et je veux pas... À poser tes limites, peut-être aussi. Poser des limites. Mais poser des limites aussi, ça veut dire... il faut comprendre ce que ça veut dire que poser des limites. Parce Bien que sûr. je peux dire, tiens, ça, je l'accepte pas ou ça, j'ai pas envie de le compromettre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a entre la limite et soi? De quoi on le remplit? Donc, quels sont ses désirs et de quoi j'ai profondément envie? Et je me suis rendu compte que, ayant grandi un peu dans le désir des autres, dans cette espèce de people pleasing, parce que je voulais me faire accepter assez vite, j'étais complètement, j'avais aucune idée de qui j'étais. Et je pense que c'est pour revenir à ce que tu disais par rapport à ce qu'on perçoit en interview, j'ai un peu ce truc-là. Hyper intéressant. Je sais mettre ce premier voile. Ouais. Je connais cette bienséance et c'est en fait je protège pas quelque chose que je comprends, je protège une forme de vide qui m'est inconnue. Et bien sûr j'ai avancé depuis et grâce aussi au métier qui met un peu une forme c'est une forme de loupe. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est une loupe qui doit titiller à chaque fois des trucs chez toi, quoi. Mais j'ai passé les 6 dernières années à me dire bon, là il faut que je prenne conscience de ce qui m'anime vraiment, de ce qui me fait vibrer parce que sinon après on rentre dans le syndrome de l'imposteur et c'est pas intéressant. C'est un peu presque surfait parce que il faut prendre sa place dans le monde, on a tous eu un ticket, on a le droit d'être là, il faut et puis je sais que je bosse beaucoup et dur et d'en arriver au stade de toujours me dire que je bosse pas assez, que j'aurais pu faire plus. En fait, c'est donner trop de place à quelque chose qui m'empêche justement de célébrer tout ce qui m'arrive et d'être dans la gratitude. C'est une forme d'auto-sabotage. Bien sûr. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Je fais une formation à côté de la leçon et il y a un gros penchant sur les 5 blessures de l'âme. Est-ce que tu en as déjà entendu parler? Oui, moi j'ai cru que j'étais très longtemps dans la trahison. Parce que comme je sortais de chez moi et que j'avais vraiment envie de choper l'amour des gens, la validation, j'avais un grand besoin de validation étant petit, par rapport à des absences de mes parents, pas des absences, c'était pas des parents absents, mais mon père allait souvent s'entraîner, il allait souvent faire ses matchs. Puis un petit enfant n'arrive pas à voir la différence parfois. Il n'a pas de notion de temps, il n'a pas de notion d'espace. Un bébé par exemple dans un berceau, il n'a pas de notion de temps, il sait pas s'il a été laissé là à pleurer pendant 1 heure ou si ça a été une demi-journée. Donc c'est prendre conscience de ce temps-là, c'est intéressant.
Et du coup, je sais plus pourquoi je disais ça. Ouais, la trahison, je te posais la question. Oui. Déjà, on peut en avoir plusieurs. Souvent, on en a 2, 3. Bah, je me suis rendu Parce que compte que sinon, j'étais c'est pas plus drôle. humiliation, moi, au final. Et exactement, c'est ce que j'allais te dire. Moi, je suis humiliation aussi. Ouais. Et avant, je pense que j'étais à fond dans l'abandon. Ah ouais. J'ai trimé, j'ai travaillé chez un psy. Je pense que j'ai un peu lâché ce truc-là, mais l'humiliation est venue ensuite. Ouais. Et dans ce que tu dis, un parent qui montre son amour différemment, mais qui critique, mais dans la bienveillance. Mais tu vois, chez un enfant, bon, il y a ce besoin ensuite de satisfaire et de s'abandonner à l'autre. Ouais. Et dans ce que tu dis, l'humiliation, je trouve que c'est hyper intéressant et ça doit te donner peut-être aussi plus d'empathie envers ce que tu ressens en te disant, ok, mais c'est compréhensible, c'est pas un cas unique et ça me permet aussi de euh, distancier ce que je vis, mes actions, mes pensées de qui je suis vraiment. C'est clair ce que je dis Oui, oui, non, c'est ouais. clair. J'y réfléchis parce que c'est très clair et c'est dur de. Je pense que en fait, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de mots et de concepts qu'on emploie sans vraiment les comprendre. On les comprend, Sans les ressentir surtout. mais ça manque de profondeur. Et j'ai fait je suis allé. Bon, c'est pas. Je suis allé dans le Connecticut là il y a quelques mois. Oh, quel kiff. C'est vraiment la saison. En plus, les arbres sont jaune orange. C'est The Notebook quoi. Et je suis allé faire un process là-bas. Ça s'appelle le Huffman Process. Et on passe une semaine en fait sans téléphone. On a un groupe de 25 à 60 ans et on passe une semaine en fait à creuser dans les blessures de l'enfance. Waouh. Et en fait et l'influence que ça a au final, les mécanismes que ça crée sur la petite voix intérieure qu'on a, sur ce qu'on se dit dans toute situation. Et je me suis rendu compte à quel point j'étais pollué moi par ces mécanismes-là. Et d'autant plus l'amplification dont ils avaient qui les affublait avec le métier, avec le fait d'être dans le public et tout ça. Bien sûr. Et c'est super intéressant parce qu'on se raconte une histoire, on se raconte sa propre histoire et on est à des années-lumière de la vérité. Et parfois, dans cette forme de sabotage, on passe à côté de toutes les belles choses pour lesquelles on a travaillé. Et je sais que moi, petit, j'avais ce truc où les parents, ils font ce qu'ils peuvent, ils te donnent une forme d'éducation parce qu'ils pensent que c'est juste. Et moi, j'avais une forme moi, j'avais besoin d'être aimé, j'avais besoin d'être encouragé, poussé, mais comme on croit en quelqu'un. Et c'est vrai que mes parents me poussaient plus pour me faire réagir. Et cet amour-là, moi, il me cassait les jambes. Le syndrome du prof de maths, quoi. Ouais, c'est ça. C'est, je vais vous prouver que je peux, que le contraire. J'étais pas du tout comme ça. Ouais, moi, j'avais besoin qu'on me dise, t'es super. Et là, je pouvais vraiment faire des choses. Exactement comme toi. Et les parents, ils font comme ils peuvent, ils adaptent. Voilà, nous, on était 4 et ils se sont dit que voilà, on a un peu tous eu la même éducation. Et donc après, il faut déconstruire ça. Il faut déconstruire en se disant, cette petite voix qui a câblé le cerveau. En fait, c'est l'âge où on câble tout. Et après, on vit un peu tout ce qu'on voit à travers le prisme ça passe par ce tunnel-là. Et donc, c'est un peu influencé. Je me dis que ça devait être tellement émouvant ce moment où t'as juste fait la liaison entre ce que tu ressentais petit et tes pensées d'aujourd'hui. Tu sais, ce genre de déclic qu'on a où ça donne tellement de tendresse envers son petit enfant intérieur, tu vois. Il y a plusieurs. De se dire, Ouais, non, mais il y a plusieurs. C'est pas évident, je trouve. Il y a plusieurs passages. Il y a le passage, c'est ça que j'ai eu il y a très longtemps, où on passe par une forme de colère. Ouais. Parce qu'on a l'impression d'avoir été saboté dans sa pureté, dans son innocence, tout ça. C'est vrai. Donc ça, je l'ai eu. J'ai écrit une grande lettre à mes parents, très indigeste, où je leur ai dit, voilà, je vous dis tout ce que je pense, je vous rends ce qui ne m'appartient pas. Tu leur as donné ou tu l'as gardé pour toi? Ouais. Ok. Ça a créé une cassure pendant quelques années. Mais je me sentais plus perçu, je me sentais plus. J'avais l'impression qu'en fait, j'avais besoin qu'en fait leur perception de ma personne soit en adéquation avec qui je pensais être, parce que je sentais qu'en fait ça me limitait depuis trop longtemps et que j'avais envie d'autre chose. Et ça a coïncidé un peu avec l'essor de ma vie amicale, sentimentale, ma carrière. Tout a pris son essor à ce moment-là. Quand je me suis un peu délesté de ça,
Puis après, on s'est retrouvés et on a complètement rétabli un rapport de douceur. On a ramené des trucs qu'on n'avait pas forcément petits, des je t'aime, il y a une douceur, une affection, il y a plein de choses qui ont changé. Et moi, je suis fier de mes parents parce qu'ils ont cette force de remise en question. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et pas tous les parents ont ça, et c'est aussi une forme de guérison. Et ça aide beaucoup à pardonner, de se dire bon bah mes parents sont intelligents, ils savent comprendre là où ils ont été maladroits. Et puis aussi, ça correspond avec l'âge où on comprend aussi que, waouh, ils avaient l'âge que j'ai là, au moment où ils m'ont eu. Ils ont fait vraiment du mieux qu'ils pouvaient. Et puis aussi, on commence à creuser dans leur expérience parentale. Moi, je suis carrément remonté jusqu'à mon arrière-grand-père qui avait traumatisé mon grand-père et qui l'a fait à tel point qu'il en a bégayé toute sa vie. Enfin, la vache. Mais hyper intéressant. Ouais, et on se rend compte qu'il suffit d'une mauvaise pomme pour biaiser 5 générations d'un arbre généalogique. Surtout, il y a peut-être pas de hasard que toi, tu te retrouves à être dans un métier où la parole est si importante. Tu vois ? Peut-être. Je sais pas, ouais. Mon père qui était quand même qui avait quand même une certaine notoriété dans le milieu du foot. Je sais qu'il était pas, il aimait pas énormément l'exercice de l'interview. Okay. Il aimait prouver les choses sur le terrain, dans ce qu'il sait faire. Il y avait pas de fioriture, quoi. Ouais. Et j'essaye. J'ai grandi moins introverti, mais j'essaie autant que faire se peut d'aller dans mes peurs pour les désacraliser et de verbaliser les choses justement pour casser ce truc-là. Et je me suis rendu compte du côté de mon père qu'on était immigrés, espagnols, parce que pendant la guerre de Franco, mon arrière-grand-père avait quitté l'Espagne. Tu vois, Emily sin Paris. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est inconsciemment. Inconsciemment, ouais. Mais je suis une forme d'Émilie espagnole. Ouais, ça revient à ce qu'on s'est dit au début. Et non, mais c'est intéressant. C'est intéressant, bien sûr. Bah, tout est un peu lié. En plus, quand on écoute les signes. Mais comme mon arrière-grand-père arrive en France, je dis, mais quand on arrive dans un pays étranger comme ça, qu'on quitte une guerre civile, on a envie de se faire petit, on a envie de se faire accepter, on veut pas faire de vagues. Donc, il a instauré ce truc honte aussi. Très certainement. Et je pense qu'il a instauré ça à mon grand-père, qui a instauré ça à mon père, de ce truc un peu taiseux, un peu, tu vois. Je fais le travail et j'en rajoute pas. On lave pas son linge sale en public. Et puis c'est un pays où comment dire, l'homme avait un vrai statut. C'était très archétypé, l'Espagne. Ouais. Donc j'imagine que ça ressort forcément dans des comportements, des schémas familiaux ensuite. On parlait d'énergie féminine et masculine tout à l'heure au micro. Oui, je disais, ma mère me disait souvent qu'au début, quand elle a rencontré mon père, elle a déconstruit pas mal de choses. Ça a toujours été quand même un homme, c'est un homme moderne et doux, et il y a une vraie douceur chez mon père. C'est un amoureux de la vie, des amis, d'une générosité sans fin. Mais elle m'a quand même dit qu'elle avait déconstruit certains archétypes, certains mécanismes, en fait, de l'époque. Mais c'est intéressant de voir, ah oui, d'accord, donc c'était cette forme de mutisme et de gêne et d'humiliation un petit peu vient comme ça du côté paternel, le côté non, je peux pas se faire remarquer, et cette dualité en moi qui a besoin d'être vue, qui a besoin d'être compris, qui a besoin d'être entendu, vient du côté de ma mère qui a grandi dans une autre forme où il y a eu une forme de violence, parce qu'il y a eu cet arrière-grand-père qui était un peu, voilà, on n'est pas là pour parler de mon arbre généalogique, mais... Non, mais je trouve ça hyper intéressant et ça détermine forcément qui on est. Hein. Donc, si on va creuser là-dedans... c'est intéressant de se dire qu'on n'a peut-être pas envie... Peut-être qu'eux n'avaient pas les outils à l'époque et la compréhension de faire le travail, mais si moi, aujourd'hui, j'ai cette compréhension, je me dois de me dire, voilà, cette espèce de bagage qu'on se passe de génération en génération, qui nous appartient pas, d'un mec qui a vécu à 100 ans. Peut-être que moi, maintenant que j'ai les outils pour le déposer et ne pas en imprégner mes enfants... C'est peut-être le moment de faire le travail. C'est dur, mais en même temps, c'est captivant. Et alors, ce moment dans le Connecticut, est-ce que ça t'aide à ce moment-là de parler une autre langue pour être plus toi-même ? Comment ça se passe ? Je l'ai fait, en fait, ça existe en France, le Hoffman Process, mais je l'ai fait là-bas parce que c'était ma compagne à l'époque qui m'avait conseillé de le faire. Elle l'avait fait en Californie. Le Hoffman, moi, je connais pas, c'est une méthodologie. Ok. Ouais, ça commence je crois que ça commence à
à faire un peu de bruit, mais ça existe depuis bien 60 ans. Ok. Et ça m'a bouleversé cette formation. En fait, je suis vraiment parti là-bas dans l'idée de comprendre ce qu'était le pardon, mais en profondeur. Et ce qu'était l'amour-propre, et ce qu'était Waouh. de poser ses limites et de les remplir avec ses désirs. C'est donc et ça s'est fait d'un jour après l'autre. Il y avait des réponses, il y avait parfois j'avais l'impression de faire un pas en arrière. Parfois, Ouais. Tu devais t'épuiser. c'était épuisant, mais ça donne une énergie de pas porter de masque. Et je me suis Ok. rendu compte que j'ai porté des masques toute ma vie. Ouais. Et c'est épuisant. En fait, on suffoque sous un masque. Tellement, mais tellement. Et donc, j'ai vraiment, à la fin du procès, je me suis rendu compte que je respirais différemment, que Waouh. j'avais une forme j'étais un petit peu, je me sentais un petit peu défoncé à la vie. Ouais. Je conduisais dans le Connecticut comme ça, en sortant du truc. On m'avait rendu mon téléphone. Take J'avais me pas envie de home avec une l'allumer. vieille playlist, tu sais. Ouais, c'est ça. Good Night Joe. Et ils te disent après, voilà, il faut passer quelques jours quand même seul dans la nature. Donc c'est ce que j'ai fait. Et puis ça redistribue les cartes. Et bon, c'est pas un outil de guérison totale. C'est parce Ouais. qu'après il faut garder une Bien certaine sûr. discipline et une consistance. Mais ça m'a vraiment fait comprendre déjà l'idée du pardon. Moi, le pardon, pour moi, je me suis rendu compte qu'il était intéressé. C'est-à-dire que je pardonnais inconsciemment dans l'idée de provoquer quelque chose, de recevoir quelque chose, il y avait quelque chose de calculé. Il y a un peu d'ego aussi, Ouais, peut-être. ouais. Le bienfaiteur qui... Oui, c'est ça. Mais ça sert à rien si on n'y croit pas. Et en fait, Ouais. tout est fait avec tellement d'intention là-bas que je me suis rendu compte que le pardon, c'est pour soi. Toi, tu t'étais mis un but au début de cette semaine en disant, voilà, je veux travailler sur tel sujet, ou alors est-ce qu'on t'accueillait comme tu étais et en parlant, en évoquant des choses, il y avait des points qui ressortaient? Bah, t'as déjà tu dois pré-remplir comme ça un énorme questionnaire qui dure entre 8 et 12 heures. Oh, waouh, Donc, il te dit ok. de le faire en trois gros tronçons sur les 3 semaines avant la formation. Ok. Où tu parles de tout, de ton enfance, de tes frères et sœurs, de tes traumatismes, de tes relations, de tout. Hyper Et intéressant. donc, t'arrives là-bas, t'as plusieurs profs, mais t'as quand même un prof privé Ouais. qui connaît bien ton histoire. Il y a un Zoom juste avant. Et puis après, une fois qu'on arrive, on est quand même... Tu dois te chier dessus le premier jour. Bah, le premier jour, oui, tu fais pas le malin. C'est assez marrant d'arriver le premier jour parce qu'on a cette espèce de classe où on est 25, entre 25 et 60 ans. T'es un peu obligé de juger les gens, même si tu veux pas être méchante. Bah, personne T'observes, non? se parle. Tout le Bah oui. monde a la mine un peu fermée parce qu'on se dit, oh, qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici? Parce que Ouais. c'est quand même un gros truc. Ouais. C'est un bootcamp, hein. On fait du Ouais. 7h, 10h où vraiment on parle trauma, Vache. on fait des exercices là-dessus. Et c'est super intéressant. Et vraiment, le deuxième jour, tout le monde est un peu en mode, on est qu'au jour 2 là, je vais pas tenir une semaine comme ça. Et après, il y a un déclic et ça devient, et en fait, on n'a plus envie de partir, quoi. Ok. Et c'était, mais j'aime pas trop en parler parce que c'est aussi un truc, c'est aussi précieux Faut que le vivre. j'ai pas trop, ouais, Bien c'est un sûr, truc qu'il faut bien vivre. sûr. Mais c'est un super outil de compréhension de soi et tu en parlais tout à l'heure de compassion, en fait, de trouver un peu, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir de la compassion? Donc on explore comme ça tous ces mots qu'on emploie souvent, tous ces concepts qu'on pense connaître, et on les explore en profondeur jusqu'à ce que ça vibre juste Waouh. au cœur de soi. Ah, c'est tellement intéressant. Merci de partager ça, et je trouve que c'est d'autant plus chouette dans la bouche d'un homme, tu vois. J'ai des amis hommes avec qui on évoque des thérapies alternatives, etc. Et je trouve que la parole, elle est encore trop rare. Et c'est tellement important, c'est tellement chouette. Ouais. Il y a des années, moi, j'ai fait juste une fois une thérapie de groupe. J'étais suivie par une super psychologue qui m'a dit, je pense que ça pourrait être intéressant pour toi et te faire évoluer plus vite, tu vois. Okay. Et moi, je l'ai extrêmement mal vécu. Je pense que j'étais pas encore prête. Je l'ai fait pour lui faire plaisir. Et je me suis retrouvée dans un groupe. Je me suis rendu compte, tu vois, que j'étais dans le jugement au départ. J'analysais les gens en disant, oh, elle va pas bien. Il y en a une qui se met à pleurer dès le bonjour. Je fais, oh, tu vois, comme ça. Et en fait, c'était moi que j'essayais de masquer parce que j'étais pas du tout dans ma vulnérabilité.
Et je suis repartie de là. Évidemment, j'ai fini par chialer comme tout le monde parce qu'on Ouais. te titille là où tu vois. Ouais, ils sont forts, ils savent Ils exactement. sont tellement forts. Moi, j'ai tenu 5 jours et puis ça a fini par sortir. Ah ouais, bonhomme. Non, même pas bonhomme, je suis pas forcément, mais Non, moi mais- j'ai un truc qui s'est verrouillé, je pense, quand j'étais enfant. Mm. On verrouille un peu la souffrance. Ouais. Et ce qui est bizarre pour un acteur, mais très dur d'accéder à ça. Mm. Et j'avais laissé tomber. Chacun avait son épiphanie. Mm. Et je me disais, bon, ça va pas m'arriver. Je comprenais des choses, hein. J'étais vraiment bouleversé déjà, mais je me disais, je vais pas avoir ce moment où le corps va lâcher. Et ils ont réussi à me faire plier. Mais c'est génial, ça fait du bien. Mm. Et puis après, il y a un sort de truc où tu rencontres enfin les autres, quoi. Une fois que tout le monde est à nu et tout le monde s'autorise comme ça devant tout le monde, parce qu'on passe par plein d'exercices, c'est extrêmement bien construit, c'est extrêmement intelligent. Des trucs durs et sombres comme des trucs qui nous ramènent vraiment, qui nous reconnectent à l'enfant intérieur. Et de voir tout le monde s'autoriser à rentrer là-dedans ensemble, on sort après une semaine là sans téléphone, à devoir se regarder dans les yeux, se parler, à se mettre à nu. On connaît ces gens mieux que certaines personnes qu'on côtoie depuis 2 ans dans sa ville, quoi, parce que tous les artifices sont mis de côté et c'était bouleversant. Et on se parle tous encore, et on se remet à niveau dès qu'on traverse des choses et c'est passionnant de se découvrir en tout cas. Mais pour revenir aux relations, Ouais. c'est un peu ça qui m'a poussé à aller là, parce que je me suis rendu compte que j'étais un peu je répétais un peu un mécanisme. Mhm. Et Donc celui de s'oublier pour se celui de concentrer s'oublier, sur l'autre. s'oublier dans l'autre, et je me mentais un peu, j'étais dans le déni, je me disais que j'étais cool, que j'étais facile, que j'étais flexible. Mais en fait, il faut une direction. À un moment donné, il faut une signature, il faut une personnalité, parce que sinon, en fait, la personne, ou elle est face à un vide, ou alors elle remplit ce vide avec soi, avec ses désirs, ses envies. Ce qui crée donc de la rancœur après, évidemment. Ça crée de la rancœur parce qu'on se dit, Moi, où est-ce je que pense qu'à j'existe toi, pourquoi là-dedans, alors que c'est toi-même qui a pas rempli cet espace. Et donc j'avais envie de comprendre quels étaient vraiment mes désirs profonds et comment on pose des limites, comment on pardonne pour soi, pas pour l'autre, pas dans l'attente d'une réaction, pas dans et avoir de la compassion aussi pour ce que je vis, pour ce que je suis, pour tous ces trucs-là. Et après, ça va aussi dans les parents. Il y a un exercice qui est super intéressant où on doit écrire une lettre, avoir une conversation avec son père et sa mère au même âge, à genre 8 ans. Putain, c'est toujours 8 ans, c'est fou. Ouais, bon, ça peut être plus souvent, mais à un âge où on a une vision un peu de leur enfance, où on a une photo qu'on a amenée. Et en fait, on désacralise avant que la personne soit traumatisée, avant que la personne ait des mauvais mécanismes ou des trucs comme ça, qu'est-ce qu'elle était, quoi. Et ça met de la compassion sur tout, parce que personne n'est foncièrement méchant. On essaie juste tous d'être validés, aimés, acceptés, de trouver une place dans le monde et se sentir légitime d'être là. Et c'est tout, quoi. Donc le mal que les gens peuvent nous faire, c'est ou personnel, c'est une question de perception, c'est ou la façon dont on le reçoit. Donc il y a quelque chose à régler. Ou c'est quelqu'un qui souffre, tout simplement. Et si on arrive à avoir ce regard-là, il y a beaucoup de choses qui se délient déjà. Tu vois, je te parlais tout à l'heure des blessures de l'âme. Moi, ça m'a vachement aidé à me comprendre moi, mais avoir beaucoup plus de compassion envers les autres. Ouais. Parce que quand tu arrives à identifier ça, tu ramènes tout de suite à la petite personne à l'intérieur de soi, en face, qui est dans un mécanisme de survie et qui se sent rejeté, mais comme un petit enfant. Ouais. Et ça aide beaucoup, beaucoup à voir qui est la vraie personne derrière ses actions et à amener de la compassion. C'est tellement intéressant ce que tu racontes. Moi, je me sens vachement concernée par ce que tu dis, parce que c'est exactement ce que je ressens aussi. Et je suis dans cette période de transition où je travaille à mettre mes limites, mais je pense que je le fais pas encore très bien. Je pense que je suis encore un peu les pieds dans le plat. Je pense que je suis encore un peu trop autoritaire parce que je suis pas encore tout à fait apaisée sur le sujet. Et donc, je suis dans une surprotection parce que je veux plus retourner dans le schéma d'avant, ou au contraire, j'en mettais aucune, tu vois. Mais c'est comme tout, il faut que ça parte dans un extrême pour qu'après ça trouve son équilibre, c'est normal. Mais il y a quelque chose de sécurisant quand on découvre qu'on peut poser des limites, qu'on peut apprendre à dire non, qu'on peut se protéger. Donc on fonce un peu dedans, mais on connaît pas encore le calibrage. Donc on est un peu omnibulé par
par cette mission-là, Ouais, c'est vrai. et on va un peu la distiller de façon maladroite, mais après avec le temps, je pense que moi aussi j'en suis au même stade, hein. Je dis, j'ai eu beaucoup de mal à dire non pendant très longtemps, Mmh. et j'apprends justement à poser des limites, et ça se calibre en fait. Après on apprend à faire en fonction des gens et en fonction de. C'est une question d'instinct, je pense. Et l'instinct, Ouais. on l'entend quand on est connecté à son enfant intérieur. Donc faut être curieux, faut être joueur, faut aller vers l'autre, faut sortir un peu de sa zone de confort. Ça a dû bouleverser tes relations, mais même amicales, j'imagine, cette prise de conscience-là, non? Oui, peut-être. Oui, en tout cas, comme j'étais là-bas aussi dans l'idée de l'amour-propre, parce que je me sabotais beaucoup, parce que OK. je me sentais pas légitime de ce que j'avais, malgré le travail, je me sentais pas légitime de ce que j'obtenais. Je me disais, j'avais un peu cet état d'esprit, je me disais à quel moment à quel moment il y a un truc au coin de la rue qui m'attend, il va se passer quelque chose. OK. Je mérite pas les fruits de mon labeur. J'étais un peu dans un truc. Ouais, donc le système J'attendais. nerveux Ouais, c'est en ça. instinct de survie un peu En full aussi. cortisol tout le temps. Le make-up. et et en fait, ouais, juste Ouais. parce que c'est une zone de confort aussi. Ma zone de confort, c'était voilà, ça va pas en amitié, ça va pas en amour, ça va pas financièrement, ça va pas. Ça va pas fort tout court après. Là, cette zone-là, je la connais bien. C'est mon adolescence. Ouais. C'est voilà, je cherche à tatillon Ouais. ce que je vais faire de moi, et comment quel est mon rapport aux autres et tout ça. Donc on essaie de se construire un peu avec le miroir que les gens nous tendent. Et en fait, on crée une forme de zone de confort. Ça veut pas dire qu'elle est confortable, mais elle est familière. Ouais, Et le familière, on la système nerveux connaît. a tendance à Bah oui. retourner vers Mmh. ce qui est familier dans les moments un peu de. Et comme le cinéma, c'est extrêmement perturbant quand même. On se prend des espèces de shots d'adrénaline sur un De tapis fou. rouge, sur une émission de télé, et puis d'un coup, on se retrouve sur son canapé seul chez soi. Mmh. Et c'est vraiment, ça monte, ça redescend très vite. Mmh. Et comment on équilibre ce truc-là? Comment on accepte le vide? Et je pense que ça, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça un jour, et ça m'a fait beaucoup de bien. Il m'a dit accepte le vide. Ça va faire une énorme différence. Donc dans ces moments où je suis presque dans un comportement addictif, parce que Ouais. je me dis alors comment je peux garder ce flux tendu un petit peu de ce que je ressens. Tara gratte moquette. Essaye de chercher des truffes peut-être. Ce serait Je vois génial qu'elle bien. sorte une truffe Je de vois tête. bien. Le chien minier, tu sais, Ouais. qui trouve des diamants. Et tu vois, Ça y est, elle se on est met près de copains, toi. quoi. Elle te fout des vents. Lucas, je suis désolée. Elle t'a fait un T'inquiète. bisou à la cheville ou pas Oui, encore? oui, t'inquiète, Ah! on est copains. Tu me caches tout. Bah, c'est entre elle et moi, hein, Oui, c'est vrai. c'est ce que je disais sur le pardon tout à l'heure, c'est pour moi que je le fais, c'est pas pour prouver quelque chose, donc En tout cas, elle s'est bien posé ses limites, mon chien. mais Rembobinons. ouais. Donc toi, tu as un moment où tu fais cette session d'une semaine parce que justement tu travailles à dire non, avoir plus de compassion envers toi. Qu'est-ce que ça a transformé chez toi depuis? Est-ce que tu te sens plus apaisé? C'est quoi le changement le plus conséquent chez toi? Ah, en fait, moi, j'y suis allé parce que je sortais d'une séparation vraiment douloureuse, et j'avais vraiment douloureuse, mais aussi je sentais qu'il y avait un shift dans cette séparation. Je sentais que il y a des séparations qui marquent plus que d'autres, et moi j'ai eu un gros shift à 27 ans. Ça a été l'année de prise de conscience de plein de choses, où j'ai mis des choses en route, Mmh. et j'ai senti que j'étais sur cette espèce d'évolution par rapport à mon contact aux gens, ma relation à ma carrière, à tout. Je me donnais vraiment une chance, et je faisais, je construisais, je créais. Et à partir du moment où les choses se sont emballées professionnellement, j'ai senti que j'ai commencé à stagner d'un point de Panique. vue personnel. Pas forcément une panique, Non. mais il y a moins de place pour la croissance, je trouve, parce qu'il y a tellement de choses à gérer quand OK. quand on démarre une carrière. On a un peu ce truc aussi de se dire bon, les gens ont apprécié cet aspect de moi qui n'est pas moi vraiment, mais qui a une partie de moi. Donc comment je reviens à moi doucement, sans perdre l'amour que les gens ont associé à ce personnage ou à ce projet ou à ce.
Et bon, c'est une mauvaise question, mais il y a un truc c'est légitime. Il y a un truc de manque affectif. Donc on essaie de garder cet amour qui est un amour virtuel, Bien sûr. qui est un amour c'est un personnage qui n'existe pas. Et même les calculs de carrière, quel choix, à quoi dire oui, à quoi dire non, qu'est-ce que je représente, qu'est-ce que je raconte, est-ce que j'ai un impact, est-ce que je fais les bons choix. Et donc en fait, tout devient très calculé. Je pense qu'on perd un peu en légèreté. Enfin, je dis on, mais c'est mon expérience personnelle. Bien sûr, je pense que j'ai perdu un peu en légèreté et j'étais plus dans une forme de croissance. Ouais. Et cette relation m'a apporté énormément vraiment les bonnes remises en question. J'étais avec quelqu'un de vraiment, il y avait une vraie intelligence chez cette personne, une vraie compassion. C'était quelqu'un qui opérait beaucoup dans l'amour et qui a fini par vraiment me donner les bonnes clés et les bons outils et m'a mis en fait sur le bon rail. Et en sortie de ça, quand je suis allé justement au Hoffman Process, j'avais des idées claires. En fait, c'est une chose de savoir que quelque chose va pas, que quelque chose sonne faux, que quelque chose vibre pas bien. Je trouvais que je manquais de gratitude par rapport à ce que j'avais. Ok. J'étais trop dans l'angoisse Parce que tu te sentais pas légitime de le recevoir. Ouais, peut-être. C'est de toute façon pas grand monde, je pense, se sent légitime de recevoir ce genre d'attention, surtout d'une nuit à l'autre, quoi. Et en fait, j'avais enfin une idée précise de ce qui me gouvernait, quoi. Mais ce qui me gouvernait, c'était justement ce manque de limites, ce manque d'amour propre. Et qu'est-ce que ça veut dire l'amour propre? Comment on envoie le message à son corps, à son cerveau, à son âme, à son enfant, qu'on l'aime et qu'on le respecte et qu'on le pardonne et tout ça. Et ça passe par se faire du bien, en fait. Ça passe par ce dont on se nourrit, ce qu'on regarde, ce qu'on lit, ce qu'on écoute, et surtout les gens. Pour revenir, si tu me demandais si ça avait changé un peu avec mes amis, mais c'est les gens en présence de qui on se pose. Et je me suis rendu compte que dans cet ancien schéma de people pleasing, je perdais trop d'énergie à ne pas savoir dire non à des gens que j'avais pas forcément envie de voir, des gens avec qui j'ai pas forcément envie de passer du temps, pas parce qu'ils sont mauvais ou qu'ils m'intéressent pas, mais juste, et je vois pas que les gens par intérêt, mais c'est quand même important d'être en présence de gens qui vous nourrissent, intellectuellement, spirituellement, dans tous les sens du terme. Et malheureusement, on est quand même dans une société où il y a pas mal de vampires. Je dis ça entre guillemets, mais il y a des gens qui viennent se nourrir. Et moi, j'ai arrêté de prendre des cafés en terrasse il y a longtemps parce que j'avais ce truc où j'allais en terrasse, je m'asseyais avec quelqu'un et j'avais l'impression de me faire aspirer l'âme pendant 1 heure. J'en plaçais pas une. Puis je rentrais chez moi épuisé et je me disais, mais quel était l'intérêt d'aller là sur un trottoir, regarder les voitures passer et me faire manger d'énergie? Et sans partir dans des travers spirituels démesurés, mais... Non, mais c'est juste le cas typique des personnes, justement, qui n'arrivent pas à dire non. Il y a même un truc de notre énergie qui se ressent là-dedans, tu vois. Et c'est intéressant parce que je suis sûre que la personne en face devait se dire « Ah putain, qu'est-ce que j'ai passé un bon moment. Je sens bonne écoute. bien. J'ai pris toute ton énergie. Moi, j'ai la patate de malade. » Tu reçois un petit texto, let's do it again soon, tu vois. T'as la tachycardie qui arrive. En descente d'organes, seul chez toi. Ouais. C'est intéressant. Et ça, en fait, je pense que les choses shiftent quand on commence à prendre la responsabilité de ça. Au lieu de se dire, oh là là, ce mec, t'es un vampire, il m'a aspiré. Et commencer à comprendre que t'as laissé la place à cette personne. Exactement. Ouais. Et en fait, il faut se responsabiliser sur ses besoins, ses désirs, ses émotions, et c'est super intéressant. Ça prend du temps. Et c'est fou comme ça laisse aussi rentrer des amitiés différentes. Moi, je suis en train de voir un shift dans mes amitiés, mais aussi avec des personnes qui fit mieux mon authenticité, que je suis en train d'essayer de trouver. En tout cas, je suis vraiment sur ce travail-là. C'est assez intéressant de voir les gens que t'attires à toi dans dans ce mouvement-là, quoi. Ouais, t'attires un peu ce que de toute façon, t'attires la vibration que t'aimais, hein. C'est un peu bateau, mais c'est vrai, tu peux pas accueillir l'amour si tu t'aimes pas, tu peux pas, tu peux pas être entouré de gens qui te nourrissent si tu te nourris pas toi-même. Enfin, il faut mettre la première
le premier coup de pédale en fait, Ouais. j'ai envie de dire. Et se responsabiliser, comme tu disais. Ouais, on peut pas attendre Mhm. que la vie fasse tout en se disant bah merde alors j'ai moins de chance que les autres. Il faut. Puis c'est reprendre son pouvoir aussi, tu Ouais, vois. On voit que le côté négatif de se responsabiliser, mais c'est aussi ne pas se victimiser et se dire en fait j'ai aussi les clés du changement, quoi. bien Tu sûr. vois. Ouais, ouais. Ça c'est plutôt positif. Bon, on n'est pas tous égaux devant Dieu, mais en tout cas, Ça c'est sûr. on a le pouvoir de on a le pouvoir de décisionnel bah, d'agir quoi, d'agir avec ce qu'on a en tout cas. Et ouais, ouais, Tu vas rentrer chez toi et tu vas ouais, te je suis dans le deep. Là, putain. je suis venu papoter. Je vais rentrer chez moi. Oh Je vais me non, foutre en fœtus et je vais appeler ma mère. je te pardonne, maman, je te pardonne. Désolée. Je sais que c'est l'effet de la leçon. Même moi, je rentrais chez moi, je vais être comme ça. Oh, Non, mais c'est putain. important. Non, en fait, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur est-ce que ça a changé ton rapport à tes amitiés, je me suis rendu compte qu'en fait, maintenant, je n'aime plus avoir autre chose que ce genre de conversation. Mhm. Bah ouais, Je laisse bah plus la pareil. place et dans le cinéma, on est amené quand même il y a des petits des petits événements mondains. Le small talk, je ne le maîtrise plus du tout. Alors que Ouais, c'était un masque que j'avais c'est de drôle. people pleasing, je pouvais parler de la Ouais, météo ouais. et passer d'un truc à l'autre. Et maintenant, j'ai envie, en fait, je fourmillais beaucoup dans les soirées, dans les anniversaires. Je pouvais pas tenir en place. J'allais vraiment d'une petite conversation à une petite conversation. Et là, je peux rester au même endroit avec une même personne et avoir une vraie conversation bah, comme ça, qui nourrit, quoi. Ça fait une énorme différence. C'est hyper drôle parce que du coup, lorsque t'es concentré sur... Oh, attends. Elle a trouvé des truffes. Attends, je la prends. Rien, ma pépette. Non. Non, je vais dire fuck you. Ouais, je couperai ce passage-là, mais je vois très très bien ce que tu veux dire sur la profondeur. Je me retrouve moi aussi à parler énergie, plein de sujets comme ça qui me passionnent en ce moment, mais je pense que c'est juste parce qu'en ce moment tu vibres Ouais. là-dessus et que t'attires à toi ce genre de Faut essayer de personnes. le C'est marrant. garder, ça. C'est ça le plus dur, en fait. Mais c'est fatigant parfois. Ouais, bah, c'est fatigant. Bah, Tu tout est sais. une question d'équilibre. Là, je pense Ouais, que toi comme moi, on est dans une forme d'extrémisme, là, parce un peu. on est en quête de ça. Et je pense qu'après, ça s'équilibre. De toute façon, on peut pas, la vie est faite de tellement de choses différentes. Faut avoir de la compassion et accepter Ouais, tout ce qui compose, en fait, le génome humain. Mais c'est quand même, c'est très joliment dit. si on peut, ouais, si on peut pencher plus d'un côté que de l'autre. Et puis, Pour t'as un pas avoir de métier regrets, quoi. honnêtement, t'as un métier qui te force à creuser, à comprendre la psychologie humaine. T'es obligé pour comprendre Ouais. ton personnage, pour l'apprécier même s'il est imbuvable, quoi. C'est l'aspect positif. Bah, par exemple, là, dans Merteuil, la série que je viens promouvoir aujourd'hui, sur HBO, c'est le mec horrible, qui c'est complètement T'inquiète, je transactionnel. couperai ce passage-là. Euh, dans Merteuil, je me rends compte que, tu vois, je joue quand même Un salaud? un salaud, et C'est cool de jouer un salaud. ouais, c'est cool. C'est cool parce que tout le monde me dit, mais alors comment tu te mets dans la peau d'un sale type comme ça et tout. Et je me dis, mais moi, quand je le joue, c'est pas un sale type. Parce que Ah ouais, c'est intéressant. si tu commences à te dire que ton personnage, c'est un sale type, ça veut dire que tu t'en extrais et que t'émets un jugement sur quelqu'un Ouais, qui c'est n'est vrai. pas toi. Une personne, comme on le disait tout à l'heure, pour rejoindre ce qu'on se disait, cette personne est née d'une certaine façon, Mm. avec des convictions et des croyances et Mhm. une éducation et des traumas. Et elle avance avec ce qu'elle pense être juste, Mm. avec une conscience ou pas de ce qu'elle fait, et si elle en a conscience, avec le besoin d'obtenir quelque chose dont elle a manqué. Mm. Donc moi, quand je fais ce personnage qui agresse un peu tout le monde, qui se bat à l'épée avec Vincent Lacoste et qui étrangle Diane Kruger et qui machin, je me dis pas Ah ouais, tu lâches tout dans un ah, personnage. c'est un salopard. Je me dis juste voilà, alors qu'est-ce qui a amené ce mec-là à se sentir légitime d'agir d'une telle Mm. façon et qu'est-ce qu'il essaie d'obtenir. Mm. Et du coup, je me suis dit, voilà, c'était une époque très. Désolée, Bah non, qu'est-ce qui désolée. gratouille comme ça? Quand elle est... Elle aime pas cette pièce? Parce que la réalité, c'est que je pense que... Ouais, Et qu'elle le ressent dans ouais, l'appart, elle fait dodo et elle ne bouge pas. C'est un peu comme chez le thérapeute, il ouais, y a eu beaucoup de... ouais. Je mettrai du Palo Santo la prochaine fois.
Ouais, quand tu joues. Bah, tu te dis, voilà, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Et je me dis, bon, bah, c'est à l'époque, le patriarcat était omniprésent. C'était vraiment une époque De et violence de aussi, hein. violence. Les femmes étaient emprisonnées dans leur C'est corset. ça. Elles étaient agressées, elles étaient soumises dans tous les sens. Et t'avais ces espèces de ducs là qui se Mmh. baladaient fièrement avec leur canne et leur lavalière et leurs engageantes, ces espèces de manches qui flottent. Waouh, Et je connaissais pas ce terme-là. moi je le connaissais pas avant la série non plus, J'ai je te adoré rassure. le Et, ce mec-là, je me suis dit, voilà, alors c'est un enfant qui a vécu dans l'abandon de ses parents, mais qui lui ont jamais dit non non plus. Il a jamais manqué de rien. Il a eu beaucoup d'argent. Alors, Ouais. je l'ai joué comme si c'était un espèce de gros enfant capricieux à qui on n'a jamais dit non et qui prend ce qu'il pense être ce qui lui est dû, quoi, pour justifier de jouer ça sans émettre un jugement sur lui. Mais ça part toujours d'une place d'amour en me disant qu'est-ce qui a traumatisé cet enfant. OK, trop intéressant parce que ça te donne beaucoup plus de nuances en plus, à ton jeu, tu Bah vois? oui, sinon t'es Forcément. juste salut, je joue un C'est ça, méchant et c'est tu ça. tombes dans une caricature. Et puis aussi, la réalité, c'est qu'on a tous en nous toutes les émotions et on a aussi celle de la colère et même les plus doux, parfois, sont ceux qui renferment le plus, la leur Ouais. et que ça doit faire du bien aussi de la ressortir quelque part, tu vois? Il y a une forme de thérapie, ouais. Moi, j'essaie de donner quelque chose de vrai à chacun de mes personnages, quelle que soit la légèreté ou pas du projet. J'essaie de laisser un truc dont je me suis pas délié ou que j'ai pas guéri parce que du coup, en donnant cette blessure au personnage, pendant que je le prépare, je vais mieux la comprendre et je vais pouvoir observer cette blessure à travers quelqu'un d'autre et je vais mieux comprendre. Et donc, je m'en défais, en fait, et je me thérapise en tournant le projet et je la laisse OK, avec ce c'est personnage. ouf. Et ça a double emploi parce que moi, ça me libère et le personnage, ça lui donne quelque chose d'authentique. Waouh! J'avais jamais pensé à ça comme ça. J'avais plutôt peur de l'acting comme, d'une forme, ah OK, d'accord, on est Un là-dessus. petit coup de lèche-micro. Écoute, Bah, ça dépend, hein, chacun ouais, chacun sa méthode, mais je pense qu'il y a un côté thérapeutique qui est intéressant. OK, mais j'entends et je trouve que c'est super intéressant et je trouve que c'est beaucoup plus sain même de voir les choses comme ça plutôt qu'à un endroit où on réactive, tu vois? Ouais. Oui, j'aime pas trop la technique qui consiste à aller rechercher dans ses blessures et se dire qu'est-ce qui m'a fait pleurer la dernière fois, voir si ça peut me Ouais. faire pleurer cette fois-là. Et Ou c'est peut-être pour c'est ça que fou, je tu me rends compte sain et que bien dans c'est ta peau. l'étiquette de mon pull, ça ou pas? Ah ouais, C'est une étiquette? ouais, j'ai l'étiquette de mon pull. C'est génial. Celle-là, je l'avais pas faite depuis longtemps. Oh! Une fois, Oui, c'est la vraie ouais, étiquette. c'est l'étiquette totale. Genre, t'as 2 cartons et tout. Ah, je suis fan. Bah, c'est ça, tu vois, t'es en Bah, pro. ça, c'est ta blessure d'humiliation, je pense. Bah non, ça va, je le prends bien parce que ça, je l'ai vécu. J'ai fait une soirée entière il y a 10 ans Oh non! avec l'étiquette de mon manteau qui pendait dans le dos. Mais genre soirée mondaine où je me baladais et tout en mode salut et tout. Et ça, franchement, ça a été de me rendre compte en rentrant chez moi et que personne m'ait rien dit. Les salauds! Je me suis dit, personne n'est venu me taper sur l'épaule et me Ouais. dit, copain, Frérot. waouh. Waouh. Il y a étiquette et étiquette, mais là, vraiment l'étiquette, hein. Et, ouais. Donc maintenant, ça me rappelle comment je me suis senti à l'époque et je le vis plutôt bien. Est-ce que parfois t'es dans ton lit, t'es bien, tu vas te coucher et t'as un sort de petit Bien sûr. frisson de ouais. Bah, ça, c'est tout le monde, je pense. Il y a des Ouais. trucs qui viennent te hanter Ouais. avant le sommeil. Tu te dis, mais pourquoi maintenant? Une phrase, un truc que t'as dit, tu fais, c'est terrible. Ah, l'étiquette, c'est incroyable, putain. Moi, j'ai eu quelque chose comme ça. Je pense que je couperais aussi, j'en avais fait un hors-série. Mais un jour, je sors dans la rue, il faisait chaud, c'était l'été, donc j'avais Ouais. pas de manteau pour. Et j'avais une robe moulante très jolie, tu vois. Et je voyais qu'on me regardait pas mal. Et j'étais en mode, ouais, ma robe fait de l'effet. Et il y a un moment, j'ai une tape sur l'épaule d'une nana qui me fait, excusez-moi, mais vous avez quelque chose collé sur les fesses? Non. J'étais allée aux toilettes. Je ne sais pas comment j'avais fait. J'ai une serviette, mais propre, mais hygiénique. Non. C'était collé. Genre la grosse serviette hygiénique, là. Waouh. 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 Ah non, ça tue Ah ouais, ça tue ouais. l'étiquette, là. Non, mais ça tue tout. Là, tu te demandes quel est ton karma. Tu Ah, vois. ça, c'est pas cool. Ah non, c'est pas cool. Non. Non, là, je sais pas quel est le message. Parce que t'as pas envie de conscientiser ces trucs-là. Moi, ça m'arrive parfois, hein. Maintenant, j'ai des espèces de moments de, tu sais, tu t'es dans une soirée, machin, tu sors des toilettes, tu dis, alors, attends, est-ce que j'ai ce petit rouleau de papier toilette qui Ouais. est collé au talon, ou est-ce que j'ai ce Ah truc? bah, écoute-moi, Ça- fais-le. C'est parce fou. que... C'est fou que ça, Ouais. ça arrive souvent, ça, en plus, je trouve, le coup Ouais.
Ça y est, pardon, je suis partie Ouais, bah oui, dans ouais. mon souvenir. Mais c'est génial que ça vienne c'est génial que ça vienne nous hanter, ces trucs-là. C'est Attends, vraiment j'ai genre... une autre histoire. C'était en plus juste à côté rue de Lévis. Ouais. Je sortais, et c'est très important comme détail, de chez J'adore la rue de Lévis. C'est vrai? Ouais. J'ai un ami qui habitait là pendant longtemps. Il y a tous les trucs de gâteaux, de machin. C'est tellement dangereux là-bas. Ouais. Je sortais de chez ma tante et on avait mangé thaï. C'est très très important pour la cité. Ça part très mal cette histoire. On avait mangé thaï, c'est vraiment genre... C'est pas pour ce que tu crois. Oui, non, je crois rien. Si, j'ai vu dans tes yeux. Non, pas du tout. Vraiment, ne me prête pas des intentions. Je sors et je croise un ex-copain qui me fait « Pauline, je fais salut ». Il était accompagné d'une meuf. Il se retourne vers elle, il fait « Pauline, je te présente Pauline ». Déjà, humiliant. Il y a rien qui va. Il y a rien qui va dans cette histoire. Attends. Je sais pas si j'ai les épaules pour encaisser la chute. Mais attends, si toi, t'as pas les épaules, quoi, je fais comment? Et donc, parce que je suis gênée, que j'ai pas envie d'être là, et en plus que je réalise qu'il y a une nouvelle meuf qui s'appelle comme moi, je souris. C'est nerveusement. Aïe. Qu'est-ce qu'il y avait entre les chicots? En haut et en bas. Non. De la coriandre. Oh non. Ouais. Ah, de la coriandre. Ouais. C'est une mauvaise herbe, ça, entre les dents, en plus. C'est un peu genre... Ça s'étend, quoi. Ouais. C'est pas la dent du milieu, quand même. Tu veux pas savoir. Oh là là. Donc voilà, je souris et il se retourne vers sa meuf. Il fait « Tu sais, c'est la meuf dont je t'ai parlé avec qui tu faisais de la musique ?» Donc dans ma tête, je me dis « Ah ok, d'accord. » Donc Oh, il assume même pas le... C'est ça, exactement. Je dois y aller et j'ai un sort de prise de conscience et je vais au Monop de la rue de Lévis. Ouais. Il y a un miroir et là, je souris et je me retrouve face à la réalité des choses. Donc voilà, ça m'a... Ouais. J'espère que tu te sens bien avec ton étiquette. Écoute, moi, c'est un truc qui me fait très peur aussi, d'avoir un truc entre les dents ou d'avoir une mauvaise haleine et de pas en avoir conscience. Oh, la mauvaise haleine de fou. T'imagines si aujourd'hui tu découvrais que toute ta vie, t'as une mauvaise haleine et que personne te l'a jamais dit? Je me dis quand même, il y en a certaines... Ils te parlent en plus. Ils te parlent, mais tu dis, il y a forcément quelqu'un qui leur a fait une réflexion dans leur entourage proche, dans leur famille, parce que là, ça vient des tripes. Ça. Bah oui, littéralement, là. Ça touche les miennes, quoi. Donc, faut que tu... Mais c'est un peu, Mais en plus, non, c'est souvent des gens qui te parlent très très près, donc ils n'ont aucune conscience de la bulle personnelle, tu vois. Ah non, c'est horrible. C'est horrible. C'est quand même, c'est Roman Fressinet qui dit ça dans son dernier spectacle, et je trouve ça que c'est brillant quand il dit, c'est quand même fou que l'endroit le plus dur à quitter sur Terre, ce soit une conversation. C'est tellement vrai. C'est vrai. J'espère que tu ressens pas tout et partir dans la direction opposée, et on n'en parle pas assez, ça, des tunnels. Dans mon groupe d'amis, là, on se dit, on a un truc maintenant où on essaie de se donner des tips pour sortir des tunnels, parce que il y a vraiment un nombre, c'est indénombrable, les gens qui viennent te parler comme ça, sans curiosité, sans te poser de questions. Bien sûr. Et qui t'envoient un tunnel, tu ne relances pas la conversation, je pense qu'il y a une épidémie chez les taxis parisiens, déjà. On n'en parle pas assez. Le nombre de matins. En rapport avec Macron, d'ailleurs. Ouais. À chaque fois, on est d'accord. Ouais. Tu ouvres la porte, tu fermes, tu souffles, tu dis putain. C'est Macron ou Hidalgo. Je vais souffler. Exactement. C'est ça. Elle nous fait chier celle-là, ou alors machin parce qu'il y a un sens interdit qui a changé ou quoi. Et alors là, tu sais que là. Moi, l'autre fois, je partais en presse pour la série, justement. Journée presse junket, donc tu fais quand même un petit 8h, 18h. J'étais zen. Je m'étais levé le matin, j'avais fait une petite méditation, j'avais fait mon check de mon enfant intérieur, mon intellect, mon spirituel. J'étais dans un truc, tu vois. J'ai pris mon petit collagène marin. Et oh là là, j'étais vraiment, je sentais que c'était une journée qui commençait vraiment bien, tu vois. Les trucs que t'as jamais le temps de faire de façon rigoureuse, et je rentre dans le truc et le mec me dit vous avez entendu parler des bases militaires à l'île de la Réunion? Et là, je me tourne, je vois son regard dans le rétro et je me dis, pour qu'il pose cette question-là, c'est qu'il y a un tunnel de l'espace qui va me trouver. Je lui dis, non, pas
Non, on m'en a pas jamais parlé. Bah, figurez-vous que bam, Et il voilà. m'a mis 45 minutes. Il m'a mis 45 minutes avec des petits. Vous me dites si je suis trop bavard parce que. Putain, mais Lucas, Et là, dans ce t'avais des moment-là, tu te dis que perches. tu peux mettre en exergue ce que Ouais. tu as appris, tu vois. Et Ouais. dire, écoutez, oui, vous êtes Ouais. très bavard et mon énergie, tout. Mais il y a une partie de moi qui arrivait pas. C'était encore trop loin de moi. Je Mais pour comprends. ce côté courtoisie où je me disais, j'ai pas envie de le blesser. Ouais. Et c'est peut-être personnel parce que je me dis, j'ai quand même encore 35 minutes à passer dans la voiture avec lui. J'ai pas envie d'être avec un mec qui boude, qui m'envoie des mauvaises ondes. Oh, ça, c'est l'enfer. J'ai Donc, vécu une fois, c'est ouais. horrible. Ah oui, parce que tu lui dis, Ouais. oui, excusez-moi, mais ça m'intéresse pas trop. Ouais. Et en fait, Ouais. genre, ou alors faut faire le truc je dois lire un truc, je dois me concentrer, mais j'avais pas envie de lui mentir non plus. Oui, puis t'imagines le silence, de la lourdeur, c'est pesant. Ouais. Ah, j'ai peur Donc t'es en mode pas de soucis ouais. et il y a pas de musique. C'est Ouais. horrible. Ouais, bah, j'ai eu peur de ça et du coup, j'ai pris un cours d'histoire. J'ai pris un cours d'histoire de 45 minutes. Accurate en plus, je pense. Oui. Et puis on passait devant des trucs. Il disait, ça, c'est la plus vieille, la plus petite boutique de Paris. Vous voyez, elle fait 3 mètres carrés. Ça, c'est le truc. Et je me disais, waouh, mais j'ai bien l'impression même qu'on a fait un détour. Il a fait un détour au musée en plein air. Il m'a mis un tunnel. Je suis passé en Italie. Il m'a tué. Et du coup, après, pour faire une journée entière de réponses, de questions-réponses, j'étais mort. J'étais déjà fini en début de journée. Ah, c'est tellement drôle, Ouais. putain. Mais c'est assez étonnant quand même le nombre de. Ah ouais, Je me pose toujours la question de est-ce que c'est moi qui invite ça je quand pense. ça m'arrive parce que Mhm. on dirait que je pense avoir une bonne écoute, mais en tout cas j'ai la courtoisie de regarder la personne dans les yeux, de l'écouter, peut-être de faire oui de la tête et tout ça. Mais ça se sent quand même dans la physicalité. T'as les bras croisés, les jambes croisées, t'as le regard fuyant, tu regardes au-dessus de l'épaule, tu relances pas la conversation. Et la personne ne chope aucun de ces codes. Et Je comprends pas. Moi, c'est ma terreur dans la vie, c'est de déranger. Donc, Ouais, moi aussi. tu vois ce que je veux dire? Moi aussi. Je suis en mode pardon d'exister, donc Ouais. je n'ai absolument pas les clés de tout ça. Ouais. Moi, j'ai tendance à quitter une conversation si elle se passe très bien. Oh. J'avais ça beaucoup je me souviens, sur Les Femmes au balcon, j'étais chez Noémie Merlan pour l'audition. Et on fait le casting et ça se passe bien. Et puis, elle me dit, elle me le dit, ce qui arrive jamais, mais elle me dit après le casting, elle me dit, c'est toi, j'aimerais que tu fasses mon film, machin et tout ça. Et je lui dis, ok, super, merci, je suis trop content, merci et tout ça. Et je commence à me diriger à la sortie. Elle dit, attends, reste. Enfin, je crois qu'il y avait Sanda, il y avait Suela, il y avait d'autres membres du cast. Elle me dit, reste, on boit un verre, on célèbre, non? Et tout. D'accord. Et je suis resté, je me dis, putain, j'espère que j'ai pas dire une connerie qui va lui faire changer d'avis. Et j'avais un peu ce truc-là, bien sûr, ouais. bien sûr. J'ai plus trop ce truc-là maintenant. J'arrive à, ouais. Ça dépend. Là, il y a eu un truc de... Oh, écoute, et puis, faut aussi être honnête, il y a des moments où on est plus fatigué, où on retombe. Enfin, tu vois, la vie, c'est pas linéaire. Ouais. Je ne supporte pas les gens qui disent ça, c'était moi avant que je soigne ma peur de l'abandon, je sais pas quoi, ça n'existe pas, tu vois. Non, c'est là, en fait, où il faut avoir de la compassion pour soi. Ouais. C'est ok. Ouais. C'est ce qu'on a, faut recycler, quoi. Faut se dire, ok, là, j'ai dit un truc qui va me hanter ce soir quand je me couche, mais c'est cool. Et en fait, c'est étonnant quand on commence à se dire que personne n'a autant quelque chose à faire de soi que nous-mêmes. Ça devient plus léger. Parce que les gens, en fait, une fois qu'ils nous ont croisés, ils croisent d'autres personnes, ils croisent d'autres ambiances et on est déjà old news, tu vois. Bien sûr. Et nous, on rentre avec ce truc, je lui ai dit ça et tout. Ouais, il y a un dicton qui dit qu'on est juste l'épicentre de son propre monde. Et en fait, c'est un gros ego trip de penser que les autres ont à foutre quelque chose de toi, quoi. Ouais, ça m'a beaucoup aidé, ça. Mais je pense, désolée, je veux pas te mais je pense que c'est malgré tout un peu différent pour toi que pour moi dans ce cas-ci. C'est que toi, il y a eu des projecteurs très forts sur toi, qu'on a un intérêt à être amis avec toi. Donc, je pense que ça doit malgré tout déséquilibrer un peu plus ça. Il n'y a pas eu du tout de shift. J'ai pas eu d'amis intéressés, de trucs comme ça. Ok. Ça je l'ai pas du tout ressenti. Ou peut-être que j'ai pas les outils pour le ressentir. Non, mais non. Plus sérieusement, j'ai mon petit groupe d'amis, j'ai ma famille. Ouais. Moi, ça a un peu commencé sur le tard, donc voilà, ma vie était quand même assez établie. Ouais. Et j'ai bossé pendant des années dans la restauration, tout ça, donc
ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un peu la même. Donc il y a pas eu un shift énorme. Ouais. Et je castais pas forcément pour de nouveaux amis dans mon groupe, donc j'étais en mode ça a pas impacté. Okay, bien au contraire, je trouve qu'ils m'ont maintenu. Ouais, c'est des vrais potes, quoi. Ouais. Ouais. Je me souviens quand je rentrais je crois que le deuxième film que je fais après la saison 1, c'est Ticket to Paradise, et je me retrouve avec George Clooney, Julia Roberts, et 5 mois en Australie et tout ça, et je sors de cette expérience et je rentre chez moi avec mes potes et tout, donc je fais un grand truc à la maison et j'arrive un peu hey, tu vois, et ils m'ont tout de suite dégonflé, quoi. Ils m'ont remis à niveau, mais tout de suite. Ça a duré 10 minutes. Ouais, ils m'ont dit attends, on va pas diffuser dans l'espace, hein, tu vas pas guérir la faim dans le monde. Assieds-toi, bois un verre d'eau, ça va aller. Et heureusement que je suis pas de nature à m'enflammer, parce que j'ai tendance à m'angoisser avant de m'enflammer. Bah non, c'est mais pas quand ta même, nature. T'es plutôt de te... ils m'ont bien mis à niveau, quoi. Mais il faut quand même avoir des amis qui te célèbrent, c'est important aussi. Bah oui, c'est ce qu'on a compris. Faut célébrer cette petite victoire. Totalement. Merci beaucoup, Lucas. C'était hyper intéressant, très profond, et je pense qu'on va en tirer plein de clés de cet épisode. Et ça rassure aussi la petite personne de me dire que je suis pas la seule et qu'on peut réussir et se sentir bien dans sa peau, même quand on a un peu des difficultés à mettre ses limites, qu'on a une image de soi encore à travailler, avec de l'estime à faire grandir, etc. Et qu'on peut quand même malgré tout faire de très belles choses et de très grandes choses. Ouais. Donc merci beaucoup, et regardez Merteuil sur HBO. Ambiance promo. Ouais, c'est le travail d'une vie, hein, faut pas l'oublier. Bah bien sûr. Mais c'est bien de faire le travail. Et puis ça fait du bien. Il y a une grosse récompense à la clé. Ouais, de fou. Se trouver soi. Ouais, un bon sommeil, puis l'amour peut-être. Ouh. Oui. La Quand suite on au s'aime, prochain épisode. on peut être aimé. Waouh, magnifique. Oh là là. Non, là, tu sacralises une phrase. C'est quoi ça? C'est le tu plus sacralises petit une violon. phrase bateau, tu vois. Si tu la laisses passer sans crier gare, elle passe crème, mais là. Faut que je mette une petite musique. Non. J'ai une pote qui m'a appris récemment que ça, le petit violon. C'est le petit violon? Et elle fait... C'est génial, ça. Le truc. Donc Manon, si tu m'écoutes, merci ton Manon moment. pour ce mini violon, c'est génial. Je vais le reprendre. Je mettrai de la musique triste et tout, de la pluie. Je sais que t'aimes ça. Non, mais Tara qui gratte la moquette en quête d'une truffe du 17e. Ce qui est quand même pépite, c'est que évidemment maintenant elle dort à point fermé, tu vois. Bah, c'est parce qu'elle veut l'attention. Tu vois. Attention heart. Je l'ai senti. Ouais, j'ai pas osé le dire. C'est pas la mienne, j'ai pas osé aller là. Tu sais, elle est sur la même énergie que moi. Ouais. Donc, merci Lucas. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter podcast LL en majuscule, ou sur Facebook La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.